Bonjour, nous sommes donc le 19 mars, toujours au début de cette épidémie de Covid-19, et je vais donc poursuivre ce petit cours de philosophie des sciences, d'épistémologie. Je vous rappelle que la dernière fois, nous en étions arrivés à la conclusion que vraisemblablement la science doit assumer de se trouver à l'intersection, comme ça, à la convergence en quelque sorte, d'un pôle qui serait démiurgique, qui conférerait finalement aux théoriciens une liberté extraordinaire qui permet de le voir littéralement comme un créateur, et d'autre part, cette implacable factualité du réel qui s'impose à nous, souvent, nous en sommes aujourd'hui les témoins, avec violence. Mais je crois que la science, c'est aussi le lieu d'une humilité. C'est le lieu d'une déconstruction et d'une remise en cause permanente qui lui confère bien sûr à la fois sa fiabilité et peut-être même une partie de sa grâce. Alors permettez-moi de prendre un exemple au cœur de l'actualité, puisque nous sommes tous bien sûr un peu concernés par ce qui se passe aujourd'hui. Alors, je ne suis pas moi-même médecin, je ne suis pas épidémiologiste, je ne suis pas biologiste, et je n'ai donc aucune légitimité fondamentale pour me prononcer sur cette pandémie à laquelle nous sommes en train de faire face. C'est la raison pour laquelle, dans ce temps où les réseaux sociaux prennent en quelque sorte le pas sur l'information raisonnée, et où, ce qui est plus grave encore d'ailleurs, la presse sérieuse se contente parfois de relayer les buzz des réseaux sociaux, où chacun se croit en droit, si ce n'est en demeure, de s'exprimer et de donner un avis sur absolument tout, y compris ce sur quoi il ne connaît rien, il est nécessaire de recourir aux spécialistes. Non pas bien sûr parce qu'ils seraient en quelque sorte empreint d'une autorité transcendantale, non, pas du tout, mais parce que sur un sujet complexe, il est très important, me semble-t-il, de rappeler que la science, c'est aussi la confiance. Vous savez, les climato-sceptiques, par exemple, ont souvent cet argument. Ils nous disent « je ne crois pas au réchauffement climatique ou à l'origine anthropique du réchauffement climatique parce qu'une partie du raisonnement des climatologues m'échappe ». Oui, mais c'est normal, vous n'êtes justement pas climatologue. C'est la raison pour laquelle, quand il s'agit d'un sujet qu'on ne maîtrise pas, il faut au moins en grande partie faire confiance à ceux qui en sont les meilleurs spécialistes. Or, il se trouve qu'il y a quelques jours, une étude menée par l'équipe de Neil Ferguson, qui, à ma connaissance, est un des meilleurs spécialistes de la simulation de la propagation des épidémies, a été publiée et permet, je crois, d'y voir un peu plus clair et d'interroger donc le statut épistémologique de notre compréhension de la crise en cours. Alors, la situation est assez intéressante et elle commence à devenir relativement claire, même si bien sûr, il faut raisonner de manière spéculative, de manière hypothétique et de manière extrêmement prudente, puisque je suis tout à fait certain que ce que je dis aujourd'hui nous apparaîtra dans quelques mois comme parfaitement dépassé et inopportun, parce que bien sûr, le réel ne se déplie ou ne se déploie exactement jamais comme cela était envisagé. Pour autant, à ce stade, il faut faire des paris, il faut faire des prévisions et il faut bien évidemment tenter d'agir en fonction de ce qui est probable compte tenu de la meilleure connaissance dont nous disposons. Alors quelle est-elle? L'étude en question porte sur le Royaume-Uni. Je crois que la population du Royaume-Uni, de l'Italie et de la France est à peu près la même. Les systèmes de santé sont différents et les différences sont notables, mais je pense qu'au niveau d'approximation où nous nous situons aujourd'hui, compte tenu des incertitudes qui règnent dans ces prédictions, ce n'est pas le point essentiel, et il me semble que ce qui est dit ici du Royaume-Uni vaut à gros traits de façon correcte pour la France et pour l'Italie. Donc, ce que cette étude montre, corroborée, j'insiste, et signée par un grand nombre d'épidémiologistes compétents, c'est que la stratégie du ne rien faire, donc laisser la maladie se propager, serait catastrophique. Voilà, ils estiment qu'il y aurait un peu plus de 500 000 morts au Royaume-Uni. Bon, j'insiste une dernière fois, je crois que ces chiffres peuvent être pris aussi en première approximation pour la France et l'Italie. C'est évidemment considérable. Il y a des barres d'erreur. C'est 500 000 plus ou moins un nombre assez important. Mais enfin, le chiffre annoncé est évidemment inacceptable. Alors, la première stratégie face à cela, c'est la mitigation. C'est-à-dire étaler la courbe de façon à désengorger le système de santé. Parce que bien sûr, sur l'hypothèse numéro 1, ne rien faire, ce qui se passe, c'est que très rapidement, le nombre de patients nécessitant des soins de réanimation est beaucoup plus grand que le nombre de lits, et par conséquent, on laisse mourir des gens dans les couloirs. Donc, pour faire face à ça, il est raisonnable
d'adopter une stratégie de mitigation, c'est-à-dire d'étaler dans le temps le nombre de cas de façon à désengorger les services hospitaliers. Donc la mitigation au sens littéral qui est employé ici, ça veut dire qu'on ne change pas le nombre total de gens infectés, mais qu'on les répartit dans le temps de façon qu'ils puissent être pris en charge, enfin, pas tous bien sûr, mais ceux qui développeront la version grave de la maladie, par les services d'urgence. Alors, il faut d'abord bien voir que le nombre de cas total infectés ne sera pas 100% de la population. Parce que comme je vous l'expliquais, je crois, précédemment, quoique c'était en fait dans un autre contexte, le pourcentage d'une population touchée ne sera jamais de 100%, il est de l'ordre de 1 moins 1 sur R0, où R0 est le nombre de patients touchés, contaminés, par patient atteint. Donc pour le Covid-19, on estime que c'est de l'ordre de 65% de la population. Ce qui veut dire qu'à 65% de la population infectée, en réalité, l'épidémie s'arrête d'elle-même. Vous n'avez même pas besoin de toucher les 35% restants, mais enfin, ça fait quand même les 2/3. Donc c'est quand même évidemment tout à fait énorme. Donc disais-je, dans la seconde approche, on se contente de répartir ces 65%, plus ou moins 10%, il y a des incertitudes sur le R0, mais on ne change pas le nombre total de personnes atteintes. Alors ça c'est mieux, c'est forcément mieux, mais même dans ce cas-là, l'étude montre qu'au Royaume-Uni, mais pour la dernière fois je crois que c'est extrapolable, le nombre de personnes nécessitant des soins de réanimation restera 8 fois plus grand que le nombre de lits disponibles. Voilà. Donc, et ça, c'est dans le cas de la mitigation optimale, qui ne sera jamais bien sûr effective en réalité. Donc ça montre que même cette stratégie est extrêmement coûteuse, puisque le nombre de décès serait plus faible que dans le premier cas, mais il ne serait pas drastiquement plus faible, puisqu'on serait quand même en situation de surrégime monumental au sein de l'hôpital, avec 8 fois plus de patients nécessitant des soins urgents, je ne parle pas des malades, je parle des nécessitant des soins urgents, que de lits disponibles. Donc c'est une stratégie moins catastrophique que la première, mais semble-t-il toujours catastrophique. Donc le troisième choix, c'est d'essayer d'endiguer l'épidémie. Donc pour le choix numéro 2, qui était la mitigation, on avait des mesures de type distanciation sociale, gestes barrières, etc. Pour mise en quarantaine des malades et ce genre de choses. Pour endiguer l'épidémie, ce sont des mesures de type confinement radical. Voilà, confinement radical, là on peut éventuellement tenter de mettre fin à l'épidémie en contaminant moins de gens, beaucoup moins de gens, que le 1 sur 1 moins R0, c'est-à-dire à peu près 65% de la population. Bon. Alors ça, évidemment, c'est la meilleure stratégie. D'autant plus que si on le fait assez rapidement, on peut presque tout le temps être en dessous du seuil de tolérance, disons, de l'hôpital. C'est-à-dire ne pas trop saturer. On saturera sans doute un peu localement, mais enfin ne pas trop saturer globalement le système de santé, ce qui veut dire que les gens ayant besoin d'une réanimation sont correctement soignés. Donc tout a l'air d'aller pour le mieux. Mais il y a un petit problème quand on a fait ça. C'est que seule une petite partie de la population a été infectée. Et donc on risque un deuxième pic. On risque un deuxième pic qui sera bien pire que le premier et qui fera beaucoup plus de morts que le premier. Alors ça, c'est pas certain. C'est pas écrit dans les tables de la loi, mais c'est probable. En tout cas, c'est possible. C'est par exemple ce qui s'est passé avec l'épidémie de grippe espagnole, qui, je vous le rappelle, est à ce stade la pire pandémie du XXe siècle, qui a eu lieu peu après la Première Guerre mondiale. Et dans ce cas, il y a eu 3 vagues. Et celle qui a été la plus mortelle et de loin, c'est la seconde vague, c'est pas la première. Et donc si là aujourd'hui on met en œuvre une simple stratégie de confinement radical et que nous cessons toutes les mesures dès que l'épidémie semble endiguée, on risque très probablement, c'est ce que conclut en tout cas l'étude telle que je l'ai comprise de Neil Ferguson et de son équipe de l'Imperial College, d'avoir bientôt un second pic qui sera beaucoup plus mortel que le premier et qui finalement n'aura pas conduit à une situation meilleure que les situations assez catastrophiques que j'évoquais précédemment. Alors ce qu'il faudrait vraisemblablement faire, c'est en fait faire durer le confinement au-delà du temps pendant lequel l'épidémie sera encore visible, ou à tout le moins rester extrêmement vigilant et reprendre des mesures assez radicales, c'est-à-dire assez liberticides, dès lors qu'une recrudescence est crainte. Pourquoi ? Pour attendre que soit développé un vaccin. Parce que fondamentalement,
si la maladie est saisonnière, on n'en sortira pas tant que 65% de la population n'aura pas été touchée. Il y a deux manières d'être touché, soit on contracte la maladie, soit on est vacciné. Voilà. Et donc là, vous voyez que ça, c'est encore un jeu contre la montre. Alors développer un vaccin, on n'a aucune idée de si c'est possible, on n'a aucune idée du temps que ça va prendre. Donc, pour le VIH, on a vu que c'était très difficile. Bon, il semble que les experts parient typiquement sur 18 mois dans le cas qui nous intéresse. Les incertitudes sur ce chiffre sont considérables. Nous ne savons pas en réalité. Mais c'est un chiffre qu'on va qualifier de vraisemblable. Non seulement il faut le trouver, il faut le tester, hein, c'est normal, avant la mise sur le marché, un vaccin doit être soumis à beaucoup de barrières, et il faut produire un nombre gigantesque de doses. Donc ça prend du temps. Et donc finalement, nous avons un peu deux courses contre la montre à mener. Il y a la course contre la montre, là, à très court terme, contre l'épidémie qu'il faut mitiger pour ne pas engorger le système de santé. Et il y a la course contre la montre pour développer un vaccin avant qu'apparaisse le second pic, qui serait potentiellement, si rien n'est fait, bien pire que le premier. Voilà, c'est une situation, vous le voyez, assez complexe. C'est aussi une situation qui nous rappelle que la vaccination doit être considérée avec sérieux. Voilà, vous voyez que la vaccination qui a sauvé un nombre incalculable de vies au XXe siècle, elle doit toujours intégrer cet effet de seuil. Et donc ceux qui ne se vaccinent pas quand une vaccination est recommandée ou obligatoire ne se mettent pas seulement eux-mêmes en danger, ils mettent les autres en danger, y compris ceux qui ne peuvent pas se vacciner pour des raisons allergiques, par exemple. Donc je crois que c'est l'occasion pour nous d'apprendre un peu de santé publique, de comprendre la complexité de ces mécanismes, de faire preuve d'humilité. Voilà, nous ne sommes pas tous, en tout cas pas moi, des experts en épidémiologie. Il faut lire, il faut comprendre, et je crois qu'il faut être à la fois mesuré dans nos conclusions, parce que la situation est complexe, mais peut-être aussi radical dans nos manières d'appliquer ce qui, bien évidemment, se dessine comme étant la meilleure solution. Et je crois que nous avons beaucoup de leçons à tirer quant à la catastrophe écologique à venir, puisque pour celle-ci, nous avons des prévisions par les meilleurs experts qui sont bien pires encore, incommensurables avec le phénomène du Covid-19. Et pour autant, vous voyez que très souvent, la moindre mesure, un tant soit peu liberticide, et pourtant beaucoup, beaucoup, beaucoup moins contraignante que le confinement, bien sûr, incomparablement moins contraignante que le confinement, nous paraît inacceptable. Donc pourquoi est-ce que les privations de liberté du point de vue sociologique sont parfaitement acceptées face à une épidémie, et même aujourd'hui, et à raison, beaucoup de nos concitoyens réclament davantage de privations. C'est-à-dire disent aujourd'hui j'ai encore le droit d'aller travailler, mon chef d'entreprise me le demande, pourquoi n'interdit-on pas le travail? C'est une demande que j'entends aujourd'hui. Bon. Et pourtant, face à la catastrophe écologique qui s'annonce du point de vue de la famine, du point de vue des guerres, du point de vue des pandémies, bien sûr, puisqu'il y a interconnexion bien comprise maintenant entre ces phénomènes, du point de vue de la chute de la biodiversité, du point de vue des canicules, etc., sans commune mesure avec ce que nous traversons aujourd'hui, les privations, même infimes de liberté, qui consisteraient peut-être à remettre en cause certains aspects de notre mode de vie les plus futiles, semblent être inacceptables par une grande partie de la population. Je trouve que du point de vue à la fois épistémologique, parce qu'il est question de prédiction scientifique, mais aussi sociologique et presque anthropologique, quant à la manière dont nous réagissons face à des dangers qui sont de même nature, mais pas de même ampleur, est parfois en opposition de phase. C'est-à-dire que nous surréagissons à des dangers mineurs, je ne parle pas de l'épidémie de Covid-19, hein, qui n'est pas mineure, loin de là, mais nous sous-réagissons à des dangers qui sont presque de nature existentielle. Donc voilà, je trouve qu'il y a là matière à réfléchir, et si le proverbe a quelque chose, malheur est bon, je crois que ça serait à cela, à mettre enfin sur la table les choses sérieuses et à comprendre pourquoi les recommandations médicales nous paraissent ici si importantes, et c'est normal, alors que les recommandations des climatologues, des biologistes et de ceux qui comprennent la crise écologique globale qui est aujourd'hui incontestablement à l'œuvre nous semblent au contraire futiles et ne sont pas écoutés par les décideurs et donc finalement par la collectivité, puisqu'ils sont souvent le reflet de nos propres attentes. Voilà, donc je vous invite à profiter de cet épisode pour réfléchir et aussi vraiment pour rester modeste. Parce que ce que je viens de vous dire là, des possibilités d'évolution du Covid-19, je suis certain qu'en regardant la vidéo dans 2 ans, on se rendra compte qu'on s'est trompé. Mais on se rendra compte qu'on s'est trompé ne veut pas dire il ne fallait pas faire de prévisions et agir au mieux. On n'est pas dans le vrai et le faux.
voyez? On est dans une manière de jouer avec les probabilités, avec des balances bénéfices-risques, et donc il est temps que nous apprenions à être un peu subtils. Et j'y reviens, je l'ai dit l'autre jour, mais c'est dans un autre cadre, avec le problème de la vaccination. Bon, beaucoup de parents sont effrayés par l'idée qu'un vaccin puisse engendrer un effet grave sur leurs enfants. Et c'est vrai, n'importe quelle substance inoculée dans le corps peut avoir des conséquences graves sur le corps, c'est normal. Mais dès lors que ces conséquences sont infiniment moins probables que celles de la maladie qui l'éradique, le bon sens va de soi, en quelque sorte. Et pourtant, il y a des barrières psychologiques qui sont extrêmement délicates à passer dans ces circonstances. Voilà. Donc, essayons peut-être de nous remettre un peu en cause, voilà, à cette occasion. Ce que je dis là est une remarque en quelque sorte. C'est pas le cours à proprement parler, mais enfin, nous ne pouvons pas ne pas essayer d'apprendre de la situation que nous traversons. Et je crois d'ailleurs que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles la science doit jouir non pas d'un primat, mais d'une situation un peu particulière dans l'ensemble des constructions géologiques de la société. Pas d'un primat, j'y insiste, parce que je détesterais un monde dans lequel la science aurait pouvoir de décision. Ce n'est pas le cas. Il n'y a aucune raison que ce soit le cas. C'est après tout un monde construit, même si elle tente d'accéder à une ontologie du réel. Mais il est vrai qu'elle a ceci de particulier que c'est peut-être le champ intellectuel dans lequel, et pour le meilleur, la remise en cause est toujours autorisée, dans lequel la déconstruction est non seulement permise, mais elle est attendue. En science, il faut douter. Ce qui est très beau, je trouve, c'est que c'est une désacralisation respectueuse. Respectueuse, parce qu'il ne s'agit pas ici de moquer la pensée religieuse, par exemple. Il ne s'agit pas de mécomprendre les croyants. Ça, c'est complètement inintéressant, et c'est autre part. Non, c'est pas ça. Il s'agit de remettre en cause la mauvaise sacralité d'une immanence prétentieuse et omnipotente. Je vous donne un exemple, moins chargé d'affect que le Covid-19 qui nous occupe en ce moment. Il y a quelques années, vous vous souvenez peut-être que fut annoncée la découverte suivant laquelle les neutrinos allaient plus vite que la lumière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? D'abord, que sont les neutrinos ? Les neutrinos, dans l'état actuel de nos connaissances, ce sont des particules élémentaires, c'est-à-dire des petites briques fondamentales insécables du réel. Je vous rappelle que notre compréhension du monde microscopique aujourd'hui, ce sont 3 familles de quarks, up, down, charm, strange, top, bottom, et 3 familles de leptons, l'électron, le muon et le tau, avec leurs neutrinos associés. Voilà la totalité des particules telles que nous les comprenons aujourd'hui. Il y a en plus les bosons de jauge qui permettent de médier les interactions. Donc les neutrinos, c'est pas n'importe quoi. Ce sont quelques-unes vraisemblablement des particules les plus fondamentales de la nature, en tout cas telles que nous la supposons au début du XXIe siècle. Ces neutrinos sont assez intéressants parce qu'ils ont une masse presque nulle, parce qu'ils n'ont pas de couleur, parce qu'ils n'ont pas de saveur, ce qui signifie qu'ils n'interagissent presque pas avec le monde alentour. Ils peuvent par exemple traverser la Terre sans interagir. Heureusement d'ailleurs, parce que notre corps, à chaque seconde, est traversé par des milliards de neutrinos. Donc s'ils avaient un potentiel d'ionisation important, nous serions déjà morts. D'ailleurs, littéralement parlant, nous ne serions pas même nés. Ce sont des particules assez singulières. Bon. Et il y a quelques années, une équipe du CERN, l'Organisation européenne pour la physique des particules, à Genève, mesure la propagation des neutrinos entre 2 laboratoires différents, distants, je crois, d'un peu plus d'une centaine de kilomètres. Et ils mesurent une vitesse plus grande que celle de la lumière. Alors évidemment, c'est très étonnant, puisque vous savez que la relativité nous empêche d'aller plus vite que la lumière, et ils publient le résultat, ils le font connaître d'une manière que je trouve très correcte, voilà, très humble, très modeste, très scientifique finalement, en expliquant le protocole de mesure, et je caricature un peu, mais à peine, en disant « Nous nous sommes sans doute trompés, aidez-nous, chers collègues, à trouver l'erreur, voilà comment nous avons procédé. » Et il est vrai que la mesure était peu fiable, parce que ce qui aurait été fiable, ça aurait été d'envoyer en même temps des neutrinos et des photons, des neutrinos et de la lumière, et de vérifier que les neutrinos arrivent avant la lumière.
Mais là, c'est pas ce qui a été fait, parce que comme ça traversait la roche, on ne pouvait pas envoyer de lumière, bien sûr, parce qu'elle-même, elle est arrêtée par la pierre. Et donc, on calculait, si vous voulez, le temps qu'aurait mis la lumière, et puis on comparait aux neutrinos, et on trouvait que les neutrinos avaient l'air un peu plus rapides. Donc, toutes ces réserves étaient faites dans l'article, il était expliqué que c'était une mesure difficile, qu'elle était sujette à caution, et moi, j'ai compris leur publication comme une sorte d'appel très sain à la communauté scientifique en demandant que la mesure soit critiquée par les pairs de façon à trouver la vraisemblable erreur. Tout va bien. À ma connaissance, le communiqué de presse du CERN était un peu moins serein, un peu moins clair, et l'annonce au journal de 20 heures de TF1, si je me souviens bien, je n'ai pas vérifié, était presque Einstein avait tort. Alors, ça serait trop facile de faire porter la faute aux journalistes. Hein. C'est pas si simple que ça. Ce qui est plutôt intéressant, du point de vue, dirais-je, sociologique, c'est la dégradation de l'information au fur et à mesure de sa transmission. Voilà. Ça, déjà, ça ne veut pas rien dire. Mais la raison pour laquelle je rappelle cette affaire ici, c'est pour en venir à la conséquence. En fait, presque tous les scientifiques étaient persuadés qu'il s'agissait d'une erreur de mesure. Moi aussi, mais c'était pas du tout original. Enfin, c'est ce qui se passe, hein, généralement. Quand on voit quelque chose de révolutionnaire, c'est qu'on a mal vu. 99% du temps, c'est ce qui se passe. Bon. Et en effet, quelques mois plus tard, l'équipe publie un démenti en expliquant qu'il y avait une erreur de mesure. Si je me souviens bien, c'était un problème de connecteur, comme presque toujours quand ça va mal. Et il n'y a là rien de scandaleux. C'était une mesure très difficile, ne croyez pas qu'il y avait 3 connecteurs, hein, il y a sans doute des centaines de milliers de canaux électroniques, et finalement, ils avaient travaillé le mieux qu'ils pouvaient. Il n'y avait pas tromperie, il n'y avait pas tricherie, et donc il n'y a aucun problème à dire quelques mois plus tard, nous nous sommes trompés, voilà le bon résultat. En fait, moi je trouve que c'était tout à l'honneur de la démarche scientifique. Avez-vous déjà entendu un politicien dire « je me suis trompé » ? Mais non, jamais. C'est le réel qui se trompe. C'est jamais lui ou elle. Jamais. Là, en science, nous avons le droit de dire je me suis trompé sans avoir honte. Quand il n'y a pas eu tricherie, il n'y a pas de honte à s'être trompé. Vous avez travaillé le mieux possible et vous avez commis une erreur. Vous pouvez remettre en cause vos résultats et c'est pour ça que les résultats sont fiables. C'est parce que précisément, ils ne sont pas sacrés. Ils ne sont pas ancrés dans le marbre de la pensée, dirais-je, savante. Pas du tout. Ils sont constamment sujets à déconstruction, constamment sujets à interrogation, constamment sujets à remise en cause. Et c'est assez noble, finalement, de pouvoir faire la une des médias et de dire 6 mois après, bah oui, mais en fait, tout ça, c'était pour une erreur. Et de le dire sans honte. À ma connaissance, les gens qui ont fait ces mesures n'ont pas eu de problème. Et tant mieux, et c'est normal. Ils ont bien travaillé, simplement ici, quelque chose s'était caché dans les mesures, et cette chose a été déconstruite, et tout de suite l'annonce a été faite. Il n'y avait pas de raison de retarder, il n'y avait pas de raison de la cacher, non. C'est le fonctionnement scientifique, et c'est ça finalement le cœur de la méthode. C'est de n'avoir pas tort de montrer ses erreurs. Moi-même, par exemple, j'ai travaillé sur des modèles de cosmologie quantique et certains types de modèles n'étaient pas corrects et j'ai publié des articles expliquant pourquoi ils n'étaient pas corrects, sans la moindre honte. Nous avons simplement compris des subtilités qui nous avaient échappé à première vue et c'est une bonne chose de pouvoir le faire sans qu'il s'agisse d'une blessure narcissique en quelque sorte. Ce qui est intéressant du point de vue épistémologique, c'est que moi je faisais un cours de relativité restreinte pendant cet événement. Il y a un étudiant qui est venu me voir à la fin du cours et qui m'a dit « Mais monsieur, pourquoi on continue le cours puisque la relativité est fausse ?» Alors ça c'est une remarque intéressante parce qu'effectivement, si la relativité avait été fausse, ça aurait été une révolution. Ça c'est vrai, parce que la relativité, c'est vraisemblablement la théorie la plus fiable de toute la physique. Dans un prochain cours, je vous expliquerai comment on l'a construit et ce qu'elle signifie, et par conséquent, il aurait été effectivement extrêmement révolutionnaire et puissant, finalement, d'être face à une remise en cause de la relativité. Mais l'idée que si la relativité était fausse, il faudrait arrêter le cours, est une idée intéressante que je crois inexacte. Pourquoi ? Parce que épistémologiquement, c'est pas intéressant de savoir qu'une théorie est fausse. En fait, toutes les théories sont fausses. On sait bien que toutes les théories sont fausses. La science, n'est-ce pas, est l'histoire de ces erreurs rectifiées. Par conséquent, c'est une non-information, en réalité, qu'une théorie soit fausse. Nos théories, ce ne sont que les meilleures descriptions du réel à un instant donné de l'histoire de la connaissance, et bien évidemment pas
des vérités éternelles ou révélées. Ce qui est vraiment révolutionnaire, bien plus que ce que j'évoquais il y a quelques secondes, c'est pas de trouver qu'une théorie est fausse, c'est de trouver la meilleure théorie qui la remplace. Mais oui, on savait qu'il y avait des problèmes avec la gravitation universelle de Newton de par l'avance du périhélie de Mercure, bien avant que soit découverte la théorie de la relativité générale. Et on n'a pas abandonné la théorie de Newton. Quand l'a-t-on abandonné? Quand on a découvert la relativité générale, pas quand on a découvert qu'il y avait des faiblesses dans la théorie de Newton. Donc du point de vue épistémologique, le fait de savoir qu'une théorie a des problèmes est totalement inintéressant quant à la légitimité d'usage de cette théorie. Ça peut être intéressant pour construire, à partir des problèmes identifiés, ce que seront les infléchissements qui permettront l'émergence de la nouvelle théorie. Ça, c'est vrai. Donc, c'est intéressant de savoir où ça va mal. Parce que, bien sûr, les pierres d'achoppement seront l'incoatif de ce à partir de quoi pourra émerger le nouveau modèle. Soit. Mais quant à la légitimité d'usage d'un modèle, et donc d'enseignement d'un modèle, il me paraît tout à fait clair que la connaissance de son incomplétude n'est pas en soi suffisante à le décrédibiliser. Voilà, voilà.